Et bien sûr, on va retrouver les chroniqueurs à 11h30. Pourquoi Batman et George Orwell ont disparu des bibliothèques américaines? C'est Paola Ferrari qui vous répondra, qui nous expliquera tout à l'heure. Mais d'abord, bonjour Paul Laroutourou. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci d'être avec nous. Tout à l'heure, votre invité, bien sûr, qui est une opposante russe. Je n'en dis pas plus, mais d'abord, vous allez nous faire le résumé de ce qui se passe depuis l'allocution de Vladimir Poutine. Peut-être un tournant, c'est ce qu'on croit observer. Peut-être, oui. Dites-nous tout. C'est peut-être historique, on ne sait pas exactement. On va vous raconter ça minute par minute, parce qu'avant d'accueillir notre invité, on essaie de se mettre dans la tête des Russes. On va accueillir ici une opposante russe qui est en France, mais je vais donc vous résumer minute par minute les 24 dernières heures. Il est 9h heure de Moscou, 8h chez nous, quand Vladimir Poutine apparaît donc pendant 14 minutes à la télévision russe. Il répète être prêt à utiliser son arsenal nucléaire en précisant que ce n'est pas du bluff, et surtout, c'est ce dont on va donc parler ce matin, il annonce aux Russes qu'il va en envoyer beaucoup plus au front. Je considère nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense et de l'État-major de procéder à une mobilisation partielle. Je répète, une mobilisation partielle. Immédiatement, comme nous l'expliquait Claire Fournier, les marchés chutent, la bourse de Moscou perd 9%, et au même moment, on voit sur cette carte, la carte qu'on voit de Flight Radar, que depuis la veille des annonces de mobilisation partielle, beaucoup d'avions quittent Moscou pour aller donc vers Istanbul, en Arménie ou à Belgrade, en Serbie, et c'est donc à l'aéroport de Belgrade que nous retrouvons cette Russe totalement sous le choc. Je n'arrive toujours pas à croire à ce qui se passe et pourquoi il y a cette guerre. Je réponds à vos questions, mais j'ai peur parce que mon gouvernement ou la police pourrait me voir et j'aurai des problèmes dans mon pays. Mais je veux demander la liberté pour l'Ukraine. Que quelqu'un arrête Poutine, s'il vous plaît. Voilà le choc. En fin d'après-midi, il est 17h15 et Emmanuel Macron répond à Vladimir Poutine depuis l'ONU. Je regrette évidemment profondément le choix fait par le président Poutine ces dernières heures d'appeler à la mobilisation partielle et d'entraîner son pays, et en particulier la jeunesse de son pays, dans la guerre. Mais surtout, quelques minutes plus tard, et c'est en ce sens qu'on se demande si ce n'est pas un tournant, il est 18h et des manifs éclatent partout en Russie. Regardez ici en haut à gauche, Saint-Pétersbourg, mais aussi à Tomsk, à Ekaterinbourg. Et c'est depuis Moscou à 18h23 que l'image et la voix de cette mère qui refuse que son enfant devienne de la chair à canon fait le tour du monde. Nous n'avons pas peur. Nous avons la haine de ce régime qui veut tuer nos enfants. Je ne veux pas que mon enfant de 18 ans meure. Je veux qu'il vive. Je n'ai plus peur de rien. Le plus précieux qui puisse nous prendre, c'est la vie de nos enfants. Et moi, je ne laisserai personne prendre la vie de mon enfant. Mais c'est mon devoir de citoyen d'exprimer ma position. Non à la guerre. Bilan, selon les ONG sur place, 1300 arrestations, comme on le voit sur ces autres images. On est à Ekaterinbourg. Ce cri désormais sans traduction, il crie évidemment non à la guerre. Et à l'instant, le porte-parole de l'ambassade de Russie vient donc de vous dire, Elisabeth, que ces manifestants étaient juste là pour faire la teuf. C'est une citation. Écoutez, il s'agit d'une poignée des jeunes. Et en regardant ces images, on a plutôt l'impression qu'ils sont venus faire la teuf. Excusez-moi pour ce terme, mais ils font la fête. Ils s'organisent. Ils sont venus faire la fête et on les arrête en plus. Alors, si on les arrête pour faire la fête, c'est embêtant. Mais regardez, leurs images, ça ne montre pas trop de souffrance quand même. Hein. Pour eux, voilà, ils adorent se filmer. Voilà. C'est la réalité russe telle qu'elle a été formulée par, en effet, porte-parole de l'ambassade à Paris. Merci pour ce résumé et pour nous mettre effectivement en condition pour recevoir aujourd'hui, bonjour madame, Zalina Smirnova. Vous êtes russe et vous êtes réfugiée en France, à Paris, depuis quelques années. Et bien sûr, pour vous, tout ce qui se passe a une résonance particulière, j'imagine. Je vous laisse avec Paul.
Bonjour Zalina Smirnova, merci beaucoup d'accepter pour la toute première fois, pour cette première télévision, de revenir sur votre parcours. Vous êtes donc réfugiée depuis 2006, vous êtes naturalisée française. Alors ils font la teuf, il a raison, le porte-parole de l'ambassade? C'est la teuf. C'est tellement ridicule, c'est que l'ambassadeur russe, il dit que je ne sais pas, est-ce qu'on a besoin de même commenter ce genre de choses? Bien sûr que non. Et je suis vraiment très fière et très contente de tous les gens qui sont sortis. Ils sont tellement courageux, malgré toutes les lois qui sont passées après la guerre en Ukraine, après le 24 février aussi, que si tu manifestes, tu peux être condamné jusqu'à 10 ans de prison, tu peux avoir. Et même malgré cette loi, les gens, ils sortent quand même. Et c'est vraiment très... Toutes les personnes qui manifestaient à travers le pays risquent, vous venez de le dire, 10 ans de prison, chacun d'entre eux. Oui. Vous militez très activement contre Vladimir Poutine et vous n'aviez, m'avez-vous dit quelques secondes avant de rentrer en plateau, jamais vu de telles manifestations en Russie. Jusqu'où ça peut aller selon vous? J'espère que ça va continuer, bien sûr, parce que manifestation et de montrer que les Russes, ils sont contre, ce n'est pas que contre des mobilisations, parce qu'on n'a pas entendu les messages que oui, non à mobilisation, mais oui à la guerre. On attend bien clairement les messages non à mobilisation et non à la guerre. Et c'est ça qui est différent, parce qu'on l'a dit, il y a eu des manifestations au tout début, après le 24 février. Il y a d'ailleurs eu à l'époque 16 000 arrestations, donc il y avait beaucoup de gens dans la rue. Oui. Qu'est-ce que ça a de différent là? Différent qu'on n'a pas eu tout de suite encore les lois qui étaient encore plus strictes. Et là, quand même... les lois qui ont été votées par la Douma. C'est ça, oui. Ils risquent encore plus, c'est ça? Ils risquent bien sûr encore plus. Mais vous dites effectivement, mobilisation, ça veut dire quoi? C'est un vrai danger aussi, et pour les vies. Ah justement, à propos de danger pour les vies, je précise que nous sommes en direct, nous allons prendre absolument toutes les précautions et notamment, on ne va pas parler trop explicitement de votre famille ni de vos amis parce que vous avez peur des représailles. De quel type de représailles avez-vous peur? Vu qu'ils sont encore en Russie, j'ai beaucoup de familles et les amis qui sont contre le régime de Poutine et évidemment ils sont contre la guerre. Et vu qu'il n'y a pas du tout la liberté d'expression là-bas, ils sont en grand danger. On essaie de faire tout pour qu'ils sortent de ce danger du pays, mais pour le moment, ils sont là-bas. Alors, bien sûr, ça m'inquiète beaucoup. Donc, vous avez beaucoup de familles là-bas en Russie. Oui. Comment vont-ils? Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Est-ce qu'ils peuvent vous raconter déjà? Oui, on parle. Mais par exemple, quand je parle avec un ami, et elle-même ferme les fenêtres parce qu'elle a peur même qu'il peut avoir un enregistrement par ses voisines. Ah oui, quand vous avez des amis au téléphone, elles ferment les fenêtres. Par exemple, oui. Moi, je trouve... Je n'ai pas de mots pour dire que c'est tellement n'est pas normal d'avoir ce genre de réflexion avant de parler, avant d'exprimer quelque chose. Parce que oui, effectivement, plus on utilise, par exemple, aussi les applications sur lesquelles nous sommes sûrs que ça peut ne pas être enregistré. Ou peut-être pas sûr, mais avoir forte chance que ça ne sera pas être écouté ou enregistré ou de rester dans la base de données. Vous avez eu votre famille depuis l'allocution de Vladimir Poutine hier. Qu'est-ce qu'ils vous disent de ce qu'ils sentent de l'état du pays? Qu'est-ce qu'ils vous... Et ça, c'est la dégradation totale. Dégradation, vous dites? Dégradation, oui, totale. Ils sont comme si, parfois même j'attends qu'ils disent qu'ils sont comme s'ils sont dans, que ce n'est pas réel. C'est tellement... Et la dégradation, ça se manifeste comment? C'est quoi? Dégradation, c'est vraiment lié aux libertés d'expression, que les gens ils ont peur de s'exprimer. Encore pire qu'avant. C'est beaucoup pire qu'avant. Ce n'est pas juste avant, c'est beaucoup pire. C'est comme à l'époque du stalinisme. On ne peut pas discuter avec ses voisins ouvertement, il faut faire attention à ce qu'on dit dans la rue, au téléphone. C'est ça, oui. Il faut faire très, très, très attention. Parfois, mon ami, quand elle parle même avec leurs membres de famille qui sont pro-poutinistes, ils attendent les messages. Fais attention, pourquoi tu parles fais attention à ce que tu dis. Donc il faut même se méfier de ses amis quand ils ne sont pas d'accord avec vous. Et sur le plan matériel, oui. Il y a aussi une dégradation, une difficulté dans la vie quotidienne? Dans la vie quotidienne, évidemment, bien sûr, parce que la guerre ne peut pas stopper le développement d'économie. Les sanctions, bien sûr, elles sont aussi dégradées la vie économique en Russie, ça c'est évident. Bien sûr.
Vous connaissez beaucoup de personnes, m'avez-vous dit, qui veulent partir. On va juste regarder ces 2 données. Voici les recherches avec les mots-clés, vous savez, sur Google. Comment quitter le pays? Ça a bondi. On va voir le graphique, normalement, qui va apparaître. Et une autre donnée, vous l'avez vu également, ceux qui ont tapé dans Google comment se casser le bras afin d'être réformés et de ne pas aller combattre en Ukraine. Vous connaissez vous-même soit des personnes qui veulent quitter le pays, soit des personnes qui seront amenées à combattre et qui ne veulent surtout pas? Oui, je connais les gens, beaucoup de gens qui sont contre le régime et pourquoi ils ont resté encore en Russie, parce que chacun, ils ont eu ses propres lignes rouges pour dire que ça c'est le moment de réagir. Et effectivement, la mobilisation, c'est un des lignes rouges pour tous les hommes, mes amis hommes. Mais chaque personne, elle réagit différemment et ils utilisent différents instruments ou processus. Un exemple? Par exemple, un de mon ami, il pense de partir à Kyrgyzstan. Au Kazakhstan, parce qu'ils habitent pas loin de là-bas. L'autre, il dit qu'il va utiliser peut-être quand même que le système il est très corrompu pour avoir quelques possibilités de ne pas aller. Il va payer pour pas aller dans l'armée? C'est ça, oui. Et j'ai aussi attendu une autre possibilité. Qu'est-ce qu'il m'a j'ai oublié. Alors, le temps que vous retrouviez, oui. J'aimerais qu'on écoute ensemble le témoignage d'un futur soldat russe appelé au front. C'est un lieutenant de réserve qui s'est confié cette nuit à Thomas Misraki. Je n'ai aucune envie d'aller au front et je ne soutenais pas ce qui se passait les derniers mois. D'être appelé, ça m'a stressé évidemment. Puis c'est ce qu'on appelle le char à canon. Il y a 20 ans, j'ai fait une sorte de stage militaire pour devenir ce lieutenant de réserve. Là, c'est une formalité. J'ai manipulé Kalachnikov 40 minutes dans ma vie. Et voilà, comme combattant, je suis absolument nul. Mes proches, dont ma famille, ils me conseillent de considérer les variantes de départ, etc. Bien qu'on ne sait pas si maintenant les hommes de mon âge pourront sortir facilement de Russie. La chair à canon. C'est ça dont on parle? La chair à canon, oui. On utilise aussi la même expression en Russie, oui, que c'est la chair à canon, oui, qui vont là-bas. Vous êtes arrivé en France à 19 ans en 2006 et vous vous êtes mis à manifester intensément depuis l'été 2020, plus précisément depuis le 20 août 2020, le jour où l'ennemi numéro 1 du Kremlin, Alexeï Navalny, a survécu à un empoisonnement au Novichok, vraisemblablement commandité par Moscou. Et il a pris la parole hier depuis sa prison, Navalny. On l'écoute. Ce qui est clair, c'est que cette agression criminelle s'enlise et que Poutine essaie d'y mêler le plus grand nombre de gens possible, de les entacher de sang. Tout cela ne peut qu'aboutir à une énorme tragédie humaine et une énorme quantité de morts. Qu'est-ce qui représente Navalny pour vous? C'est le seul opposant, enfin l'un des principaux opposants, et en même temps il est en prison, il parle depuis sa prison. Donc c'est quoi l'alternative à Poutine? Moi, je trouve qu'on ne doit jamais penser qu'il n'y a aucune alternative à Poutine. Nous avons beaucoup d'opposants. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'opposants qui sont en prison. Ce n'est pas que Navalny, il y a Yashin, il y a plein d'activistes qui sont... mais nous avons aussi l'opposition qui est dehors de la Russie, comme Khodorkovsky, Gasparov, etc. Il y a beaucoup. Les Milov... Il y a du courage quand même de la part de Navalny de faire ça en prison. Oui. Mais parce qu'à chaque fois, il risque d'être encore plus maltraité. Donc, c'est une chose de le dire comme Khodorkovsky depuis son exil. Lui, il est en prison. Non, c'est quand même une force extraordinaire, un courage particulier. Oui, ça c'est vraiment très particulier. Et évidemment, tout ce que Navalny a fait pour la Russie, c'est un vrai patriote de son pays. Tout ce que Navalny il a fait pour la Russie, il continue de faire et son entourage il continue de faire. C'est Quel est vraiment une valeur énorme. L'opposant qui vous mobilise le plus, dont finalement vous êtes la plus proche en termes de cause, de personnalité? Moi, personnellement, c'est Navalny. C'est justement Navalny. Oui, parce que moi, j'ai apprécié tout le travail qu'il fait. Et même en prison, il a toute une équipe. On va regarder un membre de son équipe qui a piégé, alors je vous explique, donc l'homme que vous allez voir sur la gauche de votre écran, piège le fils de Peskov, qui est le porte-parole du Kremlin. C'est Nikolai, le fils de Dimitri Peskov. Vous n'avez pas encore répondu, mais il y a un numéro
que vous auriez dû rappeler afin de vous rendre demain à 10 h au poste de service militaire. Donc déjà, pourquoi n'avez-vous pas rappelé? Et ensuite, est-ce que vous venez demain au poste? On vous attend à 10 h. C'est-à-dire que, évidemment, je ne viendrai pas demain à 10 h. Vous devriez comprendre que si vous... je suis Monsieur Peskov, et que ça n'est pas exactement le bon endroit pour moi. Mais je vais régler ça. Je vais régler ça à un autre niveau. Ouais. On voit les sourcils de ce membre de l'équipe Navalny qui se dresse. Ouais. Il n'a pas envie d'y aller à la guerre, le fils du porte-parole du Kremlin. Oui, en plus, ce n'est pas la première réaction. Nous avons aussi les réactions des autres députés qui ont complètement des mêmes que les députés cherchent aussi des façons de ne pas y aller. Ils trouvent toujours la raison pourquoi ils... On voit la photo de vacances ici de Peskov avec son fils. Donc, c'était sur la droite, c'était donc le jeune homme au téléphone qui disait « Oui, non, alors pas forcément, j'arrive au front, mais pas tout de suite. Hein. » C'est le jeune homme au milieu, c'est lui. Voilà. C'est fort quand même médiatiquement d'arriver comme ça à piéger, à être très actif sur les réseaux sociaux. Vous êtes, vous les opposants, extrêmement actifs sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas de choix, au final. Et moi, personnellement, après l'empoisonnement de Navalny, j'ai compris qu'on doit être plus actif. On ne peut pas être... Il n'y a pas de choix d'être passif. Le régime de Poutine, c'est un danger, ce n'est pas que pour les Russes, c'est le danger pour tout le monde entier et pour toute l'Europe. Et pourtant, Vladimir Poutine reste a priori profondément populaire en Russie. En mars dernier, juste après l'invasion, il y avait 83% des Russes. Je vous vois remuer la tête. Je finis ma question et promis, je vous laisse la parole. 83% des Russes approuvaient son action. Est-ce que vous pensez que cette mobilisation décrétée hier est en train de changer profondément? C'est la façon dont les Russes le voient. Et vu la façon dont vous avez secoué la tête, vous pensez que oui, il devient moins populaire? Déjà, je ne trouve pas qu'il était populaire autant. Je trouve que c'est un mensonge. Vous pensez que les sondages sont bidons? Déjà, oui, bien sûr. Oui, dans les statistiques, dans les dictatures, il n'est pas vrai, déjà. Je ne pense pas que tout le monde des gens soutiennent Poutine. Et effectivement, les gens qui sont plus apolitiques, ils ne soutiennent pas Poutine. Ils veulent pour que les gens, les politiciens les laissent tranquilles pour qu'ils vivent leur vie quotidienne. Eux, bien sûr, la mobilisation, ça perturbe leur vie quotidienne et ils deviennent être contre Poutine. Mais ce n'étaient pas les pro-poutinistes. C'était les ni anti-poutinistes ni pro-poutinistes. Vous vivez en France depuis 2006, on va parler justement de notre pays. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de nous, de la France, depuis le début de ce conflit? Est-ce que Emmanuel Macron a raison de continuer à parler avec lui? Et j'aimerais, avant que vous me répondiez, qu'on écoute ensemble ce que nous disait le président de la République. C'était devant l'ambassade de France à Kiev le 16 juin. Ils ne comprennent pas que vous continuez à discuter avec Vladimir Poutine. D'abord, le président vous a dit que lui, il comprenait. Et je comprends, moi, cette émotion. Mais je pense que c'est le rôle de la France de ne pas être dans des escalades verbales ni de fermer des options. Or, à un moment donné, il faut être très clair. Il faudra discuter avec le président Poutine. Nous le savons, en tout cas avec celles et ceux qui représentent ou représenteront la Russie. Ils vous en veulent vraiment? Mais certains m'en veulent, d'autres non. C'est la vie. Et il ne faut pas chercher à être forcément aimé ou compris de tous. Il faut chercher là où on est, à exercer ses responsabilités avancées. Il a raison, Emmanuel Macron, de continuer à parler à Vladimir Poutine? C'est très très dur à dire parce que je pense qu'après la guerre, après quand tout ça va se terminer, on pourra bien analyser et comprendre est-ce que c'était un bon processus à prendre ou non. Effectivement, bien sûr, le président Macron, il a la raison. À la fin, tout le monde doit se parler. Mais nous aussi, on pose les questions. Est-ce qu'il ne donne pas un faux espoir à Poutine? Poutine, il continue de faire ce chantage et continue d'agresser l'Ukraine parce qu'on donne ce faux espoir qu'on peut discuter avec lui. Le grand problème, c'est que Vladimir Poutine, il ment. On a pu voir juste avant l'invasion, il ment effrontément. Oui, je pense que parfois, M. Macron, peut-être, il oublie qu'il parle avec anciens agents KGB qui utilisent sa tête, sa langue, sa bouche, pas pour informer, pour désinformer des gens, pour mentir et avoir son but. Et tout ça, il a réussi de faire avec les Russes pendant 20 ans. Ils essaient, je pense, les mêmes stratégies. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci d'avoir choisi LCI pour votre Zalina Smirnova, merci beaucoup merci de vous être
prêter au jeu des questions-réponses. Je sais que c'est pas évident pour vous. Vous prenez des risques, vraisemblablement, quand même. Hein. Donc merci d'avoir eu le courage de venir. Dans un instant, bien sûr, les chroniqueurs du temps de l'info. À tout de suite.